Pasteur, distingués invités, chers jeunes, mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir d'être ici ce soir avec vous. Merci pour l'invitation à participer à cette conférence très importante et très déterminante pour l'avenir de notre pays. Le sujet qu'il m'a été demandé de traiter est au centre de la vie de notre pays, les antivaleurs et leurs conséquences dans notre société. Il s'agit en d'autres termes des questions d'éthique, de gouvernance et leurs conséquences dans la société congolaise et le développement du pays. C'est un sujet essentiel et grave, même si chacun se dépêche d'en parler pour éviter qu'on lui reproche de l'ignorer. Mesdames et messieurs, distingués invités, l'éthique doit être comprise dans notre société comme la mesure de toute chose, car accompagnant le travail, il est la condition sine qua non de la paix sociale, de l'harmonie nationale, de la solidarité et du développement intégral de notre pays. La fuite en avant que nous constatons un peu partout vers un monde sans éthique ne doit pas durer et ne peut pas durer, sinon aveuglés par leurs nouveaux maîtres que sont l'argent facile, le pouvoir, la force et le positionnement personnel, les hommes et les femmes de la République démocratique du Congo vont se précipiter droit vers une vie de méconduite, c'est-à-dire une vie où le dire et le faire se trouveront presque de façon permanente en deçà ou à côté de ce que la morale prescrit. L'éthique aujourd'hui apparaît comme un ensemble de règles écrites ou non écrites, inspirées par la morale pratique et qui doivent être respectées dans la vie professionnelle et aussi dans la vie de tous les jours. Dès lors, l'éthique devient une formule de vie commune à toute une société, la société congolaise. Ceci présuppose une entente sur ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Mais qu'est-ce qui est bien aujourd'hui dans notre société? En RDC, notre objectif permanent aujourd'hui, à ce stade où se trouve notre pays, devra être la consolidation de la démocratie naissante, qui ne laissera plus le moindre doute sur la sincérité des résultats des suffrages, par exemple. Il faut aussi que gouvernants et gouvernés, membres ou non des partis politiques, acceptent sans arrière-pensée le principe de l'alternance à la tête des affaires de l'État. Ces affaires ne sont le bien de personne. Elles appartiennent au peuple qui en délègue la gestion temporaire, non à un maître comme on a souvent tendance à le penser dans notre pays, mais plutôt à un serviteur au service du peuple. Nous devons nous déterminer à débusquer, à écarter sans complaisance, au besoin à punir sans faiblesse ceux qui ruinent ce pays ou le desservent, les corrompus et les antinationaux, les roublards et les paresseux. Nous devons cultiver l'honnêteté et le courage au travail, que chacun, au poste où il est, du ministre au planton, du chef d'entreprise aux manœuvres, considère comme reposant sur ses seules épaules le destin de la nation congolaise. Nous devons inventer un système qui ne récompensera désormais que la compétence, le travail, le mérite et la probité morale. Alors, si j'ai quelque chose à vous dire aujourd'hui, en tant qu'ancien, comme on a tendance à m'appeler aujourd'hui, c'est de rappeler deux mots de notre hymne national. Nous les chantons machinalement chaque jour, sans y prêter grande attention. Dans les moments d'interrogation, il faut non les chanter, mais les murmurer du fond du cœur, à chaque instant et leur obéir. Je cite, debout Congolais. Debout pour le travail et pour l'éthique, avant qu'il soit trop tard. Debout en rappelant devant chaque fois que nous en avons l'occasion, devant chaque action, nous devons nous rappeler la pensée suivante. Demandons-nous chaque fois que nous sommes tentés d'avoir un comportement non éthique, ce que serait la vie si chacun de nous faisait comme nous. Demandons-nous ce que serait une société de délateurs, de profiteurs, de voleurs, de corrompus et de corrupteurs, d'indisciplinés, d'inconscients,
d'insouciants et d'égoïstes. Nous, Congolais, sommes capables de renverser cette tendance si nous le voulons vraiment, sincèrement. Pour nous, j'en suis convaincu, ce n'est pas trop tard. Mais il faut le faire, mais il faut le faire aussi très vite. Plutôt que d'avoir des grands politiciens, qui sont considérés d'ailleurs dans notre société comme étant des menteurs et des voleurs. Cherchons à avoir des grands médecins, des grands ingénieurs, des grands professeurs, des grands spécialistes de l'économie et des finances, et même, pourquoi pas, des savants congolais. Les pays les plus puissants du monde aujourd'hui ne sont pas ceux où la politique est reine, c'est plutôt le contraire. Les Congolais ne sont pas les seuls à se soucier de l'éducation, du travail, de l'éthique. L'Asie du Sud-Est, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique australe, les organisations internationales et même les pays développés ont décidé de s'engager sur la voie de l'éthique. Des comités et des commissions commencent à se dresser un peu partout, comme des sentinelles de vigilance morale sur les routes de la recherche scientifique et technologique, de la gouvernance, de l'entreprise, du négoce, du sport et de toutes les activités humaines. Leur mission consiste à informer, éduquer, prévenir, enquêter et proposer des remèdes ou des sanctions aux organes compétents. L'éthique est désormais enseignée dans plusieurs universités, écoles et instituts. En tant que Congolais, il nous faut participer à ce mouvement. Il faut alors que dans nos institutions, dans nos organes, nos administrations, nos ateliers, nos églises et nos bureaux, partout, il nous faudra suivre cet exemple. Il faut que triomphe l'éthique en République démocratique du Congo si nous devons nous redresser en tant que pays et devenir un pays viable pour toujours. Les églises et les hommes de Dieu doivent donner l'exemple. La jeunesse et le public doivent suivre et s'approprier la lutte contre les antivaleurs pour sauver notre société malade. Les antivaleurs en République démocratique du Congo s'amplifient chaque jour davantage dans toutes les couches de la vie nationale. Aucun domaine n'est épargné. Musical, politique, économique et judiciaire. La crise sociopolitique qui frappe le pays depuis des décennies a atteint des proportions inattendues et inquiétantes, occasionnant la mauvaise gestion du pays et une gouvernance de façade et nivellement vers le bas, avec un grand risque de perdre toutes les prérogatives d'une nation et d'assister à l'implosion de la RDC si rien n'est fait à ce stade. Sur le plan économique, la dégradation de la situation politique en RDC s'enlise sur fond d'une crise économique et sociale sans précédent qui plonge dans une plus grande précarité la population déjà paupérisée à souhait et qui vit de plus en plus dans l'incertitude quant à l'avenir. À mon avis, le développement est un processus global, économique, social, culturel et politique qui vise à améliorer sans cesse le bien-être de l'ensemble de la population et de tous les individus sur la base de leur participation active, libre et significative au progrès et au partage équitable des bienfaits qui en découlent. En plus, le droit au développement est défini comme un droit inaliénable de l'homme en vertu duquel toute personne humaine et tous les peuples ont le droit de participer et de contribuer à un développement économique, social, culturel et politique dans lequel tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales puissent être pleinement réalisés et de bénéficier de ce développement. Lorsqu'ils mettent en œuvre l'usage de leurs prérogatives de puissance publique, l'État et aussi les autorités qui le gouvernent sont tenus non seulement d'observer le principe de l'égalité, pivot de tout état de droit, mais surtout celui du respect des droits de l'homme, autre élément intrinsèque de cet état de droit. Le non-respect par l'État et des autorités de ces deux principes qui sont les principes de bonne gouvernance démocratique, j'ai cité principe de la légalité et du respect des droits de l'homme, son non-respect contribue au sous-développement de certains pays et en particulier de la République démocratique du Congo. C'est pour cela que nous sommes aujourd'hui là où nous sommes. Nous sommes classés 224e sur 226 pays à travers le monde quand on utilise comme critère le PIB par habitant.
là, il faut remarquer les valeurs de la bonne gouvernance. La gestion saine du service public, la responsabilisation des gouvernants, le cadre légal du développement et l'état de droit, ainsi que l'information ouverte à tous les Congolais. Ainsi, je me pose quelques questions ci-après. Comment la RDC peut-elle faire face aux antivaleurs pour pouvoir se redresser? Quelles sont les causes du sous-développement de la RDC qui nous ont amenés à ce stade? Existe-t-il des institutions qui peuvent garantir une bonne gouvernance dans notre pays? La gouvernance, ou plutôt la bonne gouvernance, est aujourd'hui un concept qui vaut jugement moral. Mais que signifie-t-elle en réalité? Au départ, la gouvernance signifie l'art et la manière de gouverner un pays, une collectivité, une communauté. La bonne gouvernance est comprise alors comme l'ensemble des règles, des procédures et des pratiques qui affectent la façon dont les pouvoirs sont exercés à l'échelle nationale ou à l'échelle de la communauté ou de la collectivité. Pour les institutions internationales, la gouvernance est traduite comme la manière par laquelle le pouvoir est exercé dans la gestion des ressources économiques et sociales d'un pays au service du développement. Pour une gouvernance saine, certaines institutions de l'État doivent être mises en place et fonctionner normalement, sans entrave ni télescopage et suivant des mécanismes de fonctionnement reconnus universellement et acceptés par le peuple. Ces institutions doivent veiller à l'exécution de la vision de développement du pays en déterminant les priorités et les indicateurs de la bonne gouvernance. Nous pouvons citer certaines institutions qui peuvent garantir la bonne gouvernance dans notre pays, en République démocratique du Congo. La première institution, c'est le président de la République. Il est le chef de l'exécutif national. Il doit demeurer constitutionnellement le garant de l'indépendance de la magistrature, le magistrat suprême, le symbole de l'unité nationale, etc. Il a la charge de faire punir quiconque influerait illégitimement et illégalement sur les juges, les magistrats du parquet, sur la sécurité et la concorde nationale. Il assume et représente le pouvoir exécutif. Ça, c'est le chef de l'État. La deuxième institution, c'est le pouvoir judiciaire. C'est celui à qui l'on doit confier la mission de dire le droit et de lire aussi le droit. Il est une institution n'obéissant qu'à la loi et qui est composée des cours, des tribunaux, des parquets légalement établis. Et enfin, il y a une troisième institution, le Parlement. Dans notre pays, nous avons l'Assemblée nationale et le Sénat. Le Parlement édicte la loi à laquelle les juges sont tenus d'obéir et d'appliquer. Il est représentatif de toute la nation congolaise. C'est pour ça que je suis indigné d'entendre qu'il y a des allégations de corruption au niveau du choix des sénateurs. Nous devons combattre cela de façon très sérieuse. Outre ces trois institutions publiques, la bonne gouvernance est également garantie par d'autres institutions du secteur privé, mais aussi la société civile, les églises, les ONG, et j'en passe. Parmi les conditionnalités et les indicateurs de la bonne gouvernance se trouvent notamment des avancées réalisées et constatées dans le domaine des droits de l'homme. Mais comment peut-on réaliser ou constater ces avancées? Je pense que c'est lorsque le gouvernement d'un État respecte les instruments relatifs aux droits de l'homme, les intègre dans son droit national et crée des mécanismes pour leur promotion et leur protection. Encore faut-il qu'au-delà de cette réception, les citoyens du pays, donc les citoyens congolais, les exercent effectivement. Mesdames et messieurs, distingués invités, nous devons combattre les antivaleurs pour redonner la confiance au peuple congolais. L'idéal pour le peuple serait que la nouvelle équipe au pouvoir engage un combat sans merci contre ce fléau qui mine la RDC. Arrosés par le silence complice de la classe politique, les antivaleurs poussent comme des champignons, mettant à mal l'éthique qui devrait s'actualiser chaque jour par la mobilisation des forces intellectuelles et morales pour faire advenir une société plus juste et plus équitable dans notre pays. Les valeurs séculaires de la dignité humaine en RDC ont tout bonnement vidé la place, laissant les champs libres aux antivaleurs qui ont pour nom corruption, cupidité,
mensonge, prime à la médiocrité, arrivisme, tricherie, tribalisme, régionalisme, chance et l'ocopamba, clanisme, népotisme, prostitution, légèreté, favoritisme, le clientélisme, l'immoralité, le cynisme, l'idolâtrie, ou ce qui est connu dans notre pays comme étant le dialéloïsme, au nde moto okobongi samboka, l'absentéisme au lieu de service, le détournement des fonds publics, la prédation des ressources naturelles, la mendicité, l'escroquerie, la prolifération des fausses églises, l'usage abusif du nom de Dieu, la prolifération des faux partis politiques, la primauté des intérêts privés sur la collectivité, l'abus d'autorité, les conflits d'intérêts, l'irresponsabilité, l'habillement indécent et provocateur, l'alcoolisme, le non-respect de la hiérarchie et la violation des droits des autres. Cette liste, bien sûr, n'est pas exhaustive. Vous pouvez m'aider à la compléter. La disparition des valeurs de la dignité humaine a aussi laissé place au règne des troubadours, des inconscients et des incompétents. Une société sans règles de bonne conduite est vouée à l'échec. Notre pays ne peut pas se redresser si on continue à vivre de la façon que nous le faisons aujourd'hui, avec tous ces antivaleurs. Les adeptes des antivaleurs ont banalisé, discrédité et dépouillé par touche habillement orchestré les références spirituelles et historiques du peuple congolais. Les vertus du travail et le goût de la sueur se sont aplatis à jamais devant le rouleau compresseur de l'argent facile. Les citoyens ne sont plus départagés par le mérite et par la compétence, mais plutôt par la médiocrité des appartenances égoïstes et tribales. Quand le vice a simplement pris la place de la vertu, la République démocratique du Congo est en perdition. Des comportements, somme toute, à 1000 lieues de l'éthique publique, jadis sévèrement réprimés, sont aujourd'hui approuvés par un silence assourdissant et complaisant. Cet état spolié de sa neutralité et de son équidistance primaire, par le jeu des appartenances politico-politiciennes du clan de Kingakati, ouvre la porte à l'inceste politique qui tue la décence, au viol des consciences et surtout à l'impunité qui enlève toute crédibilité à la justice pour les petits citoyens déboussolés car inégalement traités. Ce clan qui porte ses antivaleurs en banderole échappe allègrement aux foudres de la justice. Curieuse manière de gérer la cité que celle qui consiste à siphonner méthodiquement les immenses ressources naturelles du pays au profit de quelques individus, laissant de côté toute la majorité de la population congolaise. Ces privilégiés s'en donnent à cœur joie. Ils font désormais partie des intouchables. Leur faste n'énerve plus personne. Outre mesure, la RDC est devenue le lieu d'expérimentation des vices les plus fous. Nous devons, mesdames et messieurs, restaurer l'état de droit. Pour combattre les antivaleurs, les dirigeants de la RDC et en particulier le chef de l'État devront se soucier de faire transiter l'être humain, le citoyen congolais, vers sa pleine citoyenneté, par l'éducation aux vertus et aux principes de la République. Nous devons restaurer l'état de droit pour permettre à chaque Congolais de vivre d'après les principes socialement acceptables et d'après les lois qui s'imposent à tous et à toutes sans exception. Nous voulons le changement. Nous voulons la rupture par rapport à la mauvaise gouvernance et aux antivaleurs. On doit arrêter la continuité du mal et opter volontairement et obligatoirement pour le changement qualitatif de notre population sur tous les plans. Nous devons lutter contre les antivaleurs qui minent notre pays aujourd'hui. Et pour lutter contre ces antivaleurs, il n'y a pas d'autre secret que de restaurer l'état de droit avec toutes ses fonctions régaliennes. Nous devons puiser dans l'exemple de Jésus-Christ, car nous serons au service du peuple et tous les flatteurs seront mis à l'écart. Nous ne serons pas là pour inaugurer, mais plutôt pour construire une nouvelle société profitable à tous les Congolais. Nous devons mettre le bien commun avant les intérêts privés. La RDC plie sous le poids des antivaleurs. Les dirigeants devront donc impulser une politique audacieuse en faisant partager une nouvelle vision de la société. Ils doivent être guidés par le seul désir
de voir naître un État où l'intérêt général, en tant que finalité ultime de l'action publique, pourra primer sur tout intérêt privé ou catégoriel. L'éthique de société exige aujourd'hui dans notre pays que tout ce qui se fait et se décide s'efface et se décide par, pour et avec les Congolais. Dans toute action de politique publique, les dirigeants doivent mettre le peuple avant toute considération privée. Autrement dit, c'est un péché politique. C'est ce péché-là qui a été commis par les autorités politiques des régimes politiques successifs depuis 1960 à ce jour, en ne répartissant pas équitablement les bienfaits de la prospérité économique, mais en conservant ces bienfaits pour quelques fils de ce pays, à l'exclusion de la grande majorité de la population congolaise. Je voudrais parler un tout petit peu des antivaleurs dans la vie politique. La politique peut et doit être le fief de la vérité, de l'éthique et de la responsabilité et aussi du sacerdoce pour le grand bien du peuple congolais. De façon permanente, tout Congolais amoureux de son pays doit dénoncer les comportements indignes des hommes politiques, tapis dans l'ombre de la gabégie, de la corruption, de la cupidité, du vol, du mensonge, au mépris du peuple souverain. Par ailleurs, la classe politique congolaise devrait se sentir interpellée par la profusion de ces antivaleurs qui ne cessent de corrompre les Congolais plongés dans un profond misérabilisme. Le choix entre la continuité et le changement est certes difficile, mais nous devons opter pour un changement profond si nous voulons donner une chance à notre pays d'évoluer vers un développement durable pouvant profiter pas à quelques-uns comme c'est le cas aujourd'hui, mais à tous les Congolais et à toutes les Congolaises sans exception. La lutte contre les antivaleurs est un combat quotidien qui commence par l'observation des comportements civiques doublé du souci commun et légitime d'offrir aux Congolais et aux Congolaises des services publics de qualité. C'est ça la finalité de travailler pour les services publics. C'est ça la finalité d'être un représentant du peuple, d'être une autorité publique. Je voudrais maintenant parler un tout petit peu de la culture. Face aux antivaleurs qui menacent et attaquent les milieux des jeunes, réels tels que l'université, quartier, entreprise, église, parti politique, la culture se présente comme le rempart puissant, mais souvent négligé au Congo. Le patrimoine culturel matériel ravive le patriotisme, et le patriotisme culturel immatériel ravive les valeurs positives à notre société. Les industries culturelles offrent des opportunités de création de micro-entreprises et de production de la richesse pour mener une vie confortable et contribuer à l'économie nationale. Je voudrais indexer les générations post-indépendance qui ont plongé le pays dans la situation actuelle. C'est ainsi que j'invite la jeunesse à la prise de conscience afin de reprendre sérieusement avec les études, la formation et la solidarité interculturelle au-delà des clivages ethniques et tribaux. De cette façon, cette génération de jeunesse, après l'indépendance, les jeunes d'aujourd'hui pourraient mieux tirer les leçons de l'expérience désastreuse des anciens en mettant à profit les opportunités qu'offre la culture, en travaillant et en vivant sur le trio compétences éthiques et aussi méritocratie. Je voudrais m'attaquer aussi au domaine des sports et des loisirs. Je voudrais ici épingler l'apport du sport dans la lutte contre les antivaleurs négatives, en milieu des jeunes. Dans le contexte actuel, le sport peut être défini comme un vaccin qui immunise contre des valeurs négatives. Ceci à travers le code moral dont chaque discipline sportive dispose en rapport avec l'éthique. Les valeurs olympiques sont le goût de l'effort, l'amour du travail bien accompli, le respect des règles, l'acceptation de l'autre, le respect du bien d'autrui, le fair play. Pour ce faire, la vulgarisation de la pratique du sport sur toute l'étendue du territoire national demeure une priorité vu le contexte dans lequel le pays se trouve aujourd'hui. Le mouvement sportif national comprend plusieurs fédérations. Si elles sont bien organisées et représentées dans toutes les 26 provinces du pays,
elles pourront apprendre aux enfants le sport dès le bas âge. Et les conséquences dues à la perversité juvénile sont un facteur limitant de l'épanouissement dans notre société et par conséquent nuisent au progrès économique. Le sport représente donc un efficace moyen naturel de lutte contre les antivaleurs en République démocratique du Congo. Nous devons le promouvoir sur l'étendue du territoire national. Enfin, je voudrais parler de notre domaine particulier, les médias. Je voudrais souligner l'apport des médias dans la lutte contre les antivaleurs, contre les valeurs négatives en milieu des jeunes. En regardant aujourd'hui les télévisions, en lisant les journaux, en écoutant les radios et en surfant les réseaux sociaux, on se rend vite compte que les médias sont un puissant instrument de propagation des valeurs négatives dans notre société, telles que les danses et les chansons indécentes, l'habillement et le langage irrespectueux, les prières fanatisantes et endormantes, et j'en passe. Si les médias sont bien encadrés et orientés, ils pourraient aussi devenir des instruments et mécanismes efficaces de lutte contre les antivaleurs et de propagation des valeurs négatives. Les médias doivent être bien encadrés, réglementés et orientés pour devenir des canaux efficaces d'éducation de la population et de propagation des valeurs positives dans notre société. Mesdames et messieurs, j'en arrive à la fin de mon propos. En guise de conclusion, aujourd'hui plus que hier, en République démocratique du Congo, les valeurs morales sont flouées aux pieds. Le favoritisme, le clientélisme, le népotisme, l'immoralité, le cynisme, l'idolâtrie, le dialogue rongent les services de l'État et les institutions privées. Les règles de sélection d'embauche, de promotion et même des évaluations ne reflètent plus la méritocratie. La conduite de la politique publique, marquée par la corruption, la prédation, l'impunité et le manque d'orthodoxie, ont conduit notamment à la détérioration de la nation congolaise, à la diminution des recettes budgétaires, au retour des groupes armés, à la chute du pouvoir d'achat des populations ainsi qu'à la montée en masse du chômage. Face à cette situation, il faudra des lois sur la moralisation de la vie publique en République démocratique du Congo pour éradiquer ces fléaux. Pour lutter contre les antivaleurs, il faudra que les institutions de l'État, qui sont revêtues du monopole de la contrainte physique, puissent, en tout état de cause, appliquer les lois de la République en vigueur, tout en étant impartiales, tout en combattant le clientélisme, le népotisme, le favoritisme, et que le gouvernement applique de manière non équivoque la bonne gouvernance qui amènera le pays vers le développement économique et social durable. Il faut ainsi, de la part de l'État et des organisations des droits de l'homme, chercher à mettre en place une justice nationale susceptible d'établir un système de lutte contre l'impunité, un des critères et indicateurs de la bonne gouvernance. Car l'impunité laissera calme les auteurs de violations des droits de l'homme, des personnes immorales, et ne favorisera pas la promotion et la protection des dits droits, et que les auteurs des antivaleurs continueront tranquillement leur sale besogne, leur manœuvre. Il nous faudra aussi des lois sur la moralisation de la vie publique qui infligera des sanctions aux auteurs des antivaleurs. J'ai la conviction très nette que de même que l'on est d'accord pour affirmer que la liberté et le pouvoir doivent être limités par les droits des autres, de même l'éthique doit être constituée comme la mesure obligatoire de l'exercice de tout droit, de toute liberté et de tout pouvoir. Mais il faut que survienne le règne de l'éthique. Deux conditions essentielles. D'abord, il faut une justice forte et respectée, servie par des magistrats bien traités et indépendants. La deuxième condition du règne de l'éthique, c'est l'éducation. Il est indispensable que nos enfants et nos petits-enfants bénéficient d'une bonne éducation. Tous mes amis des pays émergents, en Europe, en Afrique, en Asie, dans les Caraïbes, en Amérique latine, me disent la même chose. La clé de leur réussite, c'est l'éducation. Que nos étudiants entrent à l'université et que les meilleurs soient mis dans des conditions optimales pour devenir des cadres de haut niveau ou même, pourquoi pas, des savants congolais. Mobilisons-nous ensemble pour bâtir un pays plus stable, plus
prospère et plus équitable et où il fait bon vivre partout. Un pays qui donne des chances égales à chacun et à chacune de nos compatriotes, sans exception et surtout sans discrimination. Je vous remercie.